Petite capsule pour parler des types de dessins. Dans le cours en classe, on a parlé rapidement des types de dessins. Je vais en reparler dans cette petite capsule-là pour faire un petit résumé. On va y aller vraiment très rapidement, très rondement, pour ensuite passer aux deux qu'on n'a pas vus encore, qui sont les schémas de principe et les schémas de construction. Donc, on y va. Les projections, premièrement, c'est quoi? C'est des façons de représenter un objet. J'ai deux types de projections, soit une projection à vue multiple, donc comme ça ici, ou une projection isométrique qui vient représenter mon objet avec une allure 3D. Donc, j'utilise la perspective pour représenter mon objet 3D sur une feuille. Donc, je représente du 3D sur une feuille 2D. Ça va venir le déformer un petit peu, mais ça me présente l'allure générale de l'objet. Si j'utilise ces deux types de projections-là ensemble, ça me donne le premier type de dessin qu'on a vu, qui est le dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble, lui, c'est un mélange des deux types de vues, donc isométrique et mes vues multiples, ici, et comme ça, qui me donne l'allure générale d'un objet. C'est ça le but du dessin d'ensemble. Prochain type de dessin, ensemble éclaté. Celui-là, il est souvent composé de deux parties. Premièrement, une table. Dans cette table-là, j'ai le nom de chacune des parties et ces parties-là sont identifiées dans ma projection isométrique. Donc ici, j'ai une projection isométrique, mais où toutes mes pièces sont éclatées. Donc, je peux voir le lien qu'il y a entre toutes mes pièces et celles-ci sont identifiées et la table me permet de savoir quelle pièce est quoi. Ce dessin-là est vraiment utilisé pour savoir c'est quoi les liens qui y a entre mes pièces. Donc, que ce soit du guidage, des liaisons totales, partielles. Ça, on va en parler quand on va parler un petit peu plus des schémas de principe. Mais celui-là nous permet vraiment d'avoir ces informations-là. Est-ce que j'ai des liaisons totales? Est-ce que j'ai des guidages? C'est quoi qui guide quoi? C'est quoi qui lie quoi? Ce dessin d'ensemble-là éclaté va me permettre d'avoir toutes ces informations-là très facilement. Maintenant, dessin de détail, lui va venir porter les petits détails sur les choses. Généralement, c'est dans celui-là qu'on va trouver des vues en coupe. Vues en coupe, on va le voir dans la prochaine petite capsule vidéo. Mais la chose la plus importante du dessin de détail, c'est qu'il contient les cotations, mais aussi les tolérances des pièces. Qu'est-ce que c'est une tolérance? C'est, par exemple, ici, lorsque je construis mes pièces, c'est impossible de construire parfaitement une pièce de 50 mm. Donc ici, disons que j'ai ma roue. Dans ma roue, j'ai un trou. Ce trou-là, je dis qu'il est de 50 plus ou moins 2 mm. Donc, sa valeur maximale est de 52, sa valeur minimale est de 48. Tandis que mon essieu, lui, son diamètre est de 48 plus ou moins 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon essieu, le plus gros qui existe, il va être de 50 et le plus petit va être de 46. Donc, si je fais 1000 essieux et 1000 roues, la question qu'on risque de vous demander, c'est est-ce qu'ils sont tous compatibles? Là, vous allez pouvoir dire non parce que si j'ai un essieu de 50 mm et une roue avec un trou de 48, c'est pas compatible. Je ne peux pas mettre un essieu plus gros que le trou. Donc, ici, dans ce cas-là, ça va être non compatible. Et si je regarde dans la prochaine ici, là, ici, ça va être compatible. Pourquoi? Je peux dire que c'est compatible parce que mon trou le plus petit est de 50, tandis que mon essieu le plus grand est de 50. Donc, ils vont être capables de rentrer très juste, bien sûr, mais ils vont être capables de rentrer un dans l'autre. Donc, on connaît ça. Ça, c'est les tolérances. Vous allez devoir faire vraiment des exercices sur ça pour que ça aille bien. Là, c'est à force de faire des exercices. Ensuite, un prochain, les développements. Les développements, ça, c'est pour représenter la surface nécessaire. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus. On va en faire lors du projet. Mais le développement, ça représente la surface nécessaire pour fabriquer une pièce par pliage. Donc, c'est comme si je prenais une pièce et je venais la décomposer. Donc, je venais l'ouvrir, un petit peu comme on peut voir que mes pièces à droite ici sont ouvertes. C'est quoi la surface que j'aurais besoin pour, si je découpe ça, je fais juste le plier et que ça me donne ma pièce. Donc, c'est ça pour le développement. Maintenant, on va parler des schémas. Deux types de schémas. Schéma de principe, schéma de construction. Les deux vont avoir une utilité relativement différente. Dans mon schéma de principe, qu'est-ce que je veux? C'est, je veux qu'il explique comment l'objet fonctionne. Donc, le schéma de principe
lorsque je le regarde, je veux que ce soit capable de me dire comment ça fonctionne. Donc, ça va me parler vraiment du fonctionnement. Tandis que le schéma de construction, lui, il va me préciser comment le construire. Donc, schéma de principe, c'est le fonctionnement, tandis que le schéma de construction, il va me montrer comment construire. Donc, je vais avoir des informations différentes à l'intérieur. Dans le schéma de principe, j'ai le nom des pièces. Ensuite, ça va me dire c'est quoi les mouvements qui se produisent dans cet objet-là et c'est quoi les forces qui sont impliquées. Donc, disons que tantôt, on va parler des pinces électriciens. Pour faire un mouvement avec les pinces, il faut que j'applique une certaine force. Donc, ils vont être représentés dans le schéma. Et aussi, ça va me donner toutes les autres informations utiles à la compréhension du fonctionnement de l'objet. Donc, si mon objet est plus complexe et j'ai besoin, c'est difficile de le comprendre, le schéma de principe va venir avoir ces informations-là. Tandis que le schéma de construction, lui, il va parler des formes et des dimensions importantes. Il va parler du nom des pièces et aussi le nom des matériaux utilisés. Donc, si je veux construire, je veux savoir en quoi je le construis. Sinon, il va me parler, est-ce qu'il y a des organes de liaison? Est-ce qu'il y a des guidages? Et toute autre information utile pour la construction de l'objet. Là, on va aller voir des exemples. Ça va mettre tout ça un petit peu plus clair. Donc, si je regarde ici, j'ai une pince d'électricien. Si je fais un schéma de principe, je vais venir représenter mes deux pièces, donc mon manche 1, mon manche 2. Je représente c'est quoi les forces qui sont en jeu et ensuite les mouvements. Ça, les forces et les mouvements, cette façon de représenter-là, vous êtes supposé les avoir vus en secondaire 2. Mais ici, on a un petit tableau qui résume tout ça. On va aller plus en profondeur dans ce tableau-là tout de suite après. Mais donc, on voit vraiment que dans celui-là, je retrouve les forces, les mouvements, mes pièces. Aussi simple que ça. Pas rien de plus complexe. Maintenant, dans un schéma de construction, qu'est-ce que je retrouve? Ben là, ça me dit que j'ai un recouvrement. Puis là, on voit les lignes sont pas pareilles. Ils sont comme ça, tandis qu'en dessous, c'est des petits picots. Donc, j'ai un recouvrement de plastique et mes pinces, elles, sont faites en acier. Donc, j'ai cette information-là. Information dite très importante quand même. Soyons honnêtes. Si je sais pas, il est fait en quoi mon objet, ça va pas super bien pour le produire. Ensuite, d'autres choses que je vais retrouver dans ce dessin-là, ça va être mes liaisons. Donc ici, quand j'ai un X, ça veut dire que j'ai une liaison totale. Donc il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement entre le recouvrement et mon manche en acier. Plaisir, c'est le fun à savoir. Donc, il est lié comment? Ça, je ne le sais pas, ça ne me le dit pas, mais je le sais au moins qu'il faut que je le lis. Ça arrête d'être de la colle dans ce cas-ci. Sinon, j'ai une zone dentée. Donc, ça me dit c'est quoi qu'il doit avoir aux différentes parties. Et dernière chose, c'est ici, ça, c'est un symbole de guidage. Donc, ça me dit qu'à cet endroit-là, j'ai un rivet qui me fait un guidage en rotation. Donc, j'ai toutes ces informations-là dans le schéma de construction. Si on va plus en profondeur sur les symboles standardisés, pour les forces et les contraintes, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas aller plus en profondeur là-dessus. Les mouvements. Là, ici, il faut faire une bonne différence entre si j'ai un mouvement de translation qui va être dit unidirectionnel ou bidirectionnel. Si je parle d'une translation unidirectionnelle, donc c'est un déplacement en ligne droite, unidirectionnel, c'est qu'il peut juste aller d'un sens. Par exemple, une voiture, si j'ai pas de reculon sur ma voiture, elle peut seulement avancer, c'est impossible pour elle de reculer. Là, je vais mettre unidirectionnel. Mais les voitures que vous, n'importe qui, on conduit dans la vie de tous les jours, ça va être une translation bidirectionnelle qu'elles vont faire. Parce que je suis capable d'avancer et je suis capable de reculer. Mais si pour une raison ou une autre, votre voiture, elle, ne recule pas, c'est impossible que votre voiture recule, là, on utiliserait le symbole de translation unidirectionnelle. Même chose pour la rotation unidirectionnelle. Si je peux juste tourner dans un sens ma roue ou mon quoi que ce soit, ça va être unidirectionnel. Mais si je suis capable de tourner dans un sens, puis après tourner dans l'autre, et tout ça, ça va être le bidirectionnel. Donc, il faut faire attention à ça ici. Et si on parle des liaisons et des guidages, ici, j'ai une liaison totale. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque j'ai aucun mouvement possible entre mes deux pièces. Donc, si je lie totalement deux pièces, c'est qu'ils ne peuvent pas bouger une par rapport à l'autre. Un guidage en translation, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est lorsque mes pièces peuvent seulement faire un mouvement rectiligne, donc de translation un par rapport à l'autre. Par exemple, les touches d'un clavier. Les touches d'un clavier, elles sont juste capables de monter et de descendre. Je ne peux pas les tourner sur elles-mêmes, mes touches. Elles montent, elles descendent et c'est tout. Donc, j'ai un guidage en translation. Un guidage en rotation, on peut prendre l'exemple d'une roue de voiture.
La roue de voiture, elle peut pas juste avancer toute seule, elle reste tout le temps fixe avec la voiture et elle tourne. Le fait qu'elle tourne fait avancer la voiture, oui, mais la roue en tant que telle, elle fait juste tourner sur elle-même. Ici, je parle d'un guidage en rotation et en translation. C'est lorsque je vais avoir un objet qui peut glisser sur lui-même, mais qui peut glisser dans son organe de liaison, mais qu'il peut aussi tourner. On peut regarder, par exemple, les bouchons de certains crayons à l'encre. Vous savez, les crayons à l'encre, c'est juste un bouchon que je peux venir mettre à l'avant ou à l'arrière. Et là, il est guidé en translation parce que je peux le glisser sur le crayon et le glisser hors. Mais quand il est sur le crayon, mais je peux aussi le tourner sur lui-même. C'est possible. Il y a plein d'autres objets de ce style-là qui est un guidage en translation-rotation. Mais ça, c'en est un petit exemple là, que vous avez sûrement qui traîne sur votre bureau.